La question de la Russie au Proche-Orient est une question qui est revenue évidemment avec beaucoup de force au moment de l'intervention militaire russe. Enfin, au moment d'eux, elle continue sur le terrain, mais enfin, elle a été officiellement arrêtée ou en tout cas diminuée depuis plusieurs semaines. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans les commentaires sur cette intervention, c'est la difficulté qu'on éprouve et que beaucoup de commentateurs éprouvent, ça ne les empêche pas d'écrire et de commenter, bien sûr, comme toujours, à comprendre les critères qui interviennent dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique extérieure russe au Proche-Orient, bien sûr, au Moyen-Orient, mais plus généralement. C'est-à-dire, il y a, pour le dire un tout petit peu brutalement, il y a une espèce d'illusion d'optique pour un certain nombre de gens qui ont connu l'Union soviétique ou qui pensent l'avoir connue, l'avoir comprise, et qui raisonnent sur la politique russe comme si la Russie était encore l'Union soviétique, à beaucoup d'égards. Alors il y a certainement des éléments de continuité entre la politique extérieure soviétique et la politique extérieure russe. C'est difficile de le nier. Mais il y a en même temps des éléments de rupture et une politique extérieure qui a à sa base des nouveaux critères. Alors, c'est la raison pour laquelle on a pensé à demander à Jean Radvani de venir nous parler et répondre à vos questions, parce qu'il en a une connaissance intime et de l'Union soviétique et de la Russie, parce qu'il n'apprécie pas seulement la politique extérieure russe depuis Paris, mais depuis ce que lui apportent ses séjours sur place, et que la question du Caucase, qui est une des questions certainement dont nous allons parler, comme critère de la politique extérieure russe, cette question-là, il la connaît particulièrement bien. C'est quelqu'un qui a parcouru le Caucase dans tous les sens, y compris à pied, à travers des randonnées dans les montagnes du Caucase. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas fait que des livres, mais il a fait aussi des livres, dont le dernier qui vient de paraître chez Armand Collin, qui est ton éditeur de référence, je crois, on peut le dire, qui s'appelle donc La Russie entre peurs et défis, que Jean a écrit avec Marlène Laruelle et qui vient de sortir, enfin, il y a quelques semaines. Donc je propose qu'on lui applique la règle du jeu commune à cette maison, c'est-à-dire 20-25 minutes pour nous présenter le sujet comme il l'entend, et puis ensuite nous avons jusqu'à 14 heures pour qu'il puisse répondre à vos questions, à vos objections, à vos critiques, bref, à tout ce qu'il vous plaira d'énoncer ici. Donc je te donne la parole, Jean. Merci. Je tiens à souligner une chose tout de suite, c'est que toute autre personne que Dominique m'aurait demandé d'aborder ce sujet, j'aurais dit non. Parce que je ne suis en aucune façon spécialiste du Moyen-Orient et de la relation entre la Russie et le Moyen-Orient. Ce n'est vraiment pas mon objet d'étude. Je tiens à le dire tout de suite parce que je vais en parler quand même, bien sûr. Mais il est clair qu'il y a un certain nombre de questions précises sur lesquelles je ne suis pas suffisamment compétent et je risque de dire des bêtises. Donc moi, dans ces cas-là, je préfère ne pas répondre. En même temps, je m'occupe donc de la politique russe, en particulier. Alors, je m'occupe beaucoup de politique intérieure, géopolitique intérieure.
dans la mesure où il y a vraiment beaucoup d'éléments de géopolitique qui ont des ressorts internes, et aussi de la politique extérieure, mais plutôt, en fait, si j'ai un domaine de spécialité dans cette politique extérieure russe, c'est plutôt vis-à-vis de ce qu'elle appelle l'étranger proche, que nous, on appelle le voisinage oriental, c'est-à-dire, au fond, les États de l'ex-URSS. Mais en même temps, dans ce livre, c'est moi qui ai fait le chapitre sur les relations internationales, qui ont une grande importance, évidemment, pour analyser la politique russe et sa stratégie, etc. Et donc, évidemment, il y a tous les dossiers qui ressortent, que ce soit le dossier européen, que ce soit le dossier chinois ou asiatique, que ce soit le dossier moyen-oriental. Alors, je voudrais d'abord, donc, pour rentrer dans le sujet, la première question qui se pose, et je rejoins là la façon dont Dominique posait le débat, c'est comment on analyse la politique extérieure russe? Quelle grille de lecture nous appliquons? Quand je dis nous, c'est un nous un peu collectif et pas forcément très... C'est le nous occidental. En tenant compte que c'est déjà là un biais qui pose problème. Parce qu'il est clair que les Occidentaux ont à la fois des intérêts et une lecture et une façon d'approcher le monde en général qui est un biais. C'est l'européocentrisme en particulier, qui nous pousse à certaines analyses, à appliquer, disons, pas seulement à la Russie, mais à la Russie aussi, des grilles de lecture et des approches qui, en définitive, je pense, ne sont pas correctes, ou en tout cas, souvent représentent une cécité par rapport à un certain nombre de problèmes. Il se trouve que j'ai eu à commenter à 2 reprises récemment des rapports émanant, disons, de cercles proches de la Commission européenne sur la politique russe. Et dans les 2 cas, je me suis trouvé confronté à une certaine grille de lecture qui est assez simple, simpliste même, je dirais, à coup sûr, qui est la suivante. Premièrement, constat. La politique russe est imprévisible, elle est en zigzag, irresponsable et dangereuse. Ça, c'est une première chose. Et c'est lié au caractère imprévisible, lunatique. Enfin, je sais pas, si vous regardez les qualificatifs que lui ont donnés depuis Hillary Clinton, Obama et quelques autres sur Poutine, on est assez effaré quand même, y compris nos amis allemands. Et alors, quels sont les 2 ressorts de cette politique extérieure russe? Les 2 qui sont presque toujours mis en avant, c'est premièrement la volonté de regagner un statut de grande puissance qu'elle a perdu dans les années 90 suite à l'éclatement de l'URSS. Et donc tout est fait pour que ce rôle soit reconnu dans un monde qui serait aujourd'hui... Alors il y a ceux qui hésitent entre le nombre de pôles, 1, 2, X, mais disons dans un monde multipolaire où la Russie estime qu'elle a un rôle majeur à jouer. Et le deuxième ressort, il est d'ordre très différent, c'est réassurer la légitimité du pouvoir poutinien à l'intérieur de la Russie. C'est donc en fonction des aléas de la vie politique russe apparemment, selon ces lectures-là, qu'il décide de telle ou telle aventure extérieure, Crimée, Donbass, Syrie. Dans cette grille de lecture, il y a 2 éléments fondamentaux qui sont soit totalement absents, soit niés. C'est premièrement, et là il y a un débat intéressant, le problème des sphères d'intérêt. Sphères d'intérêt, sphères d'influence, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est illégitime? En gros, c'est un débat sur la Russie est en retard d'un siècle. Elle veut appliquer autour d'elle la doctrine Monroe. Sous-entendu, plus personne ne l'applique. Et donc, il y a ce débat sur est-ce qu'il n'y a que la Russie qui a une sphère d'intérêt? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est très important, y compris
on peut se demander, et ça c'est un argument qui nous rapproche vraiment du thème, c'est-à-dire dans quelle mesure les États-Unis peuvent déclarer que le monde entier, et en particulier le Moyen-Orient, font partie de leur sphère d'intérêt stratégique, et la Russie, qui est, comme Vladimir Poutine à plusieurs reprises a dit, mais attendez, vous autres Européens, vous êtes à combien de kilomètres de Damas, et nous combien? Si vous regardez la carte, c'est clair. C'est leur voisinage proche. Par le Caucase, la mer Noire, la mer Caspienne. Donc, considérer que ce Moyen-Orient fait partie, effectivement, géographiquement, d'une sphère d'intérêt légitime. Alors après, évidemment, comment on le défend, qu'est-ce que ça signifie, tout ça ouvre toutes sortes de débats qui, à mon avis, sont fondamentaux. Et l'autre chose qui est absente la plupart du temps, c'est qu'on considère toujours dans la lecture qu'on fait de la politique extérieure russe que les Russes, finalement, décident d'action en fonction de leur ressort intérieur, sans tenir compte. Il n'y a pas d'action d'autres acteurs. Comme si, au fond, c'était une politique extérieure sui generis qui dépend d'un calendrier interne au système russe. Et on oublie donc qu'il y a quand même d'autres acteurs et qui ne font pas rien. Que ce soit, alors, et on peut décliner ça, que ce soit sur l'Ukraine. Et alors, si on prend le Moyen-Orient, puisque c'est ça le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des actions extérieures. Enfin, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Depuis la sortie des troupes soviétiques d'Afghanistan, Gorbatchev, très intéressant d'ailleurs, ce qu'a dit Vladimir Poutine à ce sujet dans un discours de la fin de l'an dernier, je ne sais plus lequel c'est, conférence de presse, un des 2-3 discours qu'il a fait fin 2015, où il revient sur cette expérience afghane en tirant des conclusions. Expérience afghane et expérience au sein du pacte de Varsovie. C'est-à-dire et ça renvoie à un autre débat, ingérence. C'est le problème de l'ingérence. Comment traiter cette question? À quel moment il faut intervenir? À quel moment il ne faut pas intervenir? Qu'est-ce que ça veut dire que s'ingérer dans les affaires, etc. Débat, d'ailleurs, qui n'est pas simple pour les Russes, parce que quand même, ils critiquent l'ingérence en principe. Ils disent que ce n'est pas aux autres États de conduire, d'influencer, d'influer sur la politique intérieure de tel ou tel État, en particulier Irak, Iran, Afghanistan américain, alors, après le départ des Soviétiques. Et en même temps, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils interviennent en Ukraine quand même. Hein. Et au départ, les petits hommes verts de Crimée, c'est pas tout à fait... dire que c'est à la demande d'un pouvoir légitime en Crimée me paraît quelque peu abusif. Donc voilà, on est dans ce... Mais c'est un débat. Alors, et bien entendu, ils ont... tout très vite, ils ont eu un certain nombre d'appréciations sur l'interventionnisme américain, en particulier, suite aux attentats du World Trade Center, etc. Enfin, toute cette... Et la guerre en Irak. Et d'ailleurs, bon, il y a eu à un moment, on a cru que se dessinait un axe Paris-Berlin-Moscou sur cette question fondamentale. Donc, je crois que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir, réinterpréter, réanalyser la politique extérieure russe d'une façon avec plus de facteurs. Ils ne sont pas tous favorables aux Russes, ce n'est pas la question, mais il faut les intégrer, sinon on ne comprend pas. Et sinon, on se lance dans des analyses qui ne répondent pas à la réalité. En même temps, c'est assez clair. Dans ces analyses européennes, je pense en particulier aux think tanks européens, ça me fascine comme géographe quand même, il n'y a ni le temps long, l'histoire longue n'existe pas, et il n'y a pas non plus la géographie. Quand même deux éléments que je considère comme absolument fondamentaux d'une analyse pertinente et un peu réaliste d'une situation régionale, quelle qu'elle soit, au demeurant. Alors, maintenant, en ce qui concerne le Moyen-Orient, évidemment, il y a un héritage soviétique qui tient à plusieurs choses. Alors, il y a une politique globale. Il y avait une politique globale soviétique, évidemment, dans le cadre de la guerre froide, même si il y a aussi
avant la guerre froide, il y avait déjà des zones d'intérêt, il y avait déjà des intérêts. Et là aussi, l'histoire longue compte. Les tentatives du pouvoir tsariste, les rapports entre l'empire tsariste et la Porte, entre l'empire tsariste et la Perse, je veux dire, tout ça compte. C'est quand même, il y a une expérience séculaire des relations entre ces régions, en tenant compte aussi que l'Empire russe comprend une partie importante, et la Russie d'aujourd'hui, un peu moins que l'Empire et un peu moins que l'URSS, mais quand même comprend des régions, des populations musulmanes, turcophones, persanophones, etc., qui, à tel ou tel moment de l'histoire récente, se sont trouvés impliqués, voire la réaction des troufions soviétiques en Afghanistan, qu'on a intégré d'abord, qu'il a fallu retirer ensuite, parce que quand même, là, ça posait trop de problèmes, et les interactions entre les conflits du Caucase et justement la naissance des mouvements islamistes radicaux, justement en Afghanistan et ailleurs, les circulations d'hommes, d'argent, d'idées, la diffusion des idées salafites au Caucase, puis dans la Volga, enfin voilà, tout ça crée... Bon, il y a cet héritage, il y a cette réalité géographique, il y a cet intérêt historique qui n'est pas un intérêt simplement d'orientaliste, mais qui est un intérêt vital, parce que ça fait partie, effectivement, des régions proches du territoire russe. Au demeurant, de ce fait, il y a une école arabiste russe très importante, qui est... alors, nous aussi, on a pour d'autres raisons, enfin pour des raisons évidentes, nous avons aussi des écoles d'analyse. Tous les pays ne l'ont pas. Les Russes l'ont. Ils ont une vraie, je pense, expérience et connaissance. Et c'est pas pour rien que, effectivement, comme ça a été, enfin, c'est souligné souvent dans des rapports un peu précis, le rôle de Primakov, qui est un de ces chefs de file de l'école arabiste, qui est mort maintenant, de l'école arabiste soviétique, et qui ensuite s'est retrouvé quand même ministre des Affaires étrangères, Premier ministre pendant un certain temps, et ensuite, au-delà, sous Poutine, conseiller avec différentes couvertures, je dirais. Enfin, c'est pas une couverture. On lui avait trouvé un poste officiel, mais de ce poste officiel, qui apparemment n'a pas forcément de rapport avec ça, il a été envoyé souvent en mission, voilà, pour essayer de comprendre. Il avait ses réseaux, enfin, c'est les réseaux en même temps du KGB, du FSB, de l'armée, voilà. C'est la réalité telle qu'elle est, effectivement, telle qu'elle était en URSS et telle qu'elle est en Russie. Alors, si on regarde comment est analysée la politique russe d'aujourd'hui au Moyen-Orient, là aussi, il y a, je crois, une volonté de simplification. Je ne sais pas, peut-être que j'ai relu parmi les rapports qu'on trouve là-dessus. Il y a un rapport de l'IFRI, vous le trouverez facilement, qui est assez récent. Il date de 2016, ou je ne sais plus, fin 2015, sur la Russie et le Moyen-Orient. Et là aussi, alors, il est un peu plus complexe, mais il a tendance à simplifier de façon, à mon avis, abusive. Là, quels sont les ressorts, selon ce rapport, de la politique russe et de l'intervention en Syrie? Premièrement, la volonté d'affronter l'Occident. C'est un peu ça, l'idée. La Russie est engagée dans un affrontement systémique avec l'Occident. Alors, je crois que... attention, quand je dis simplification, je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr que tous ces éléments existent. Le problème, c'est quel rapport on met entre ces éléments, comment on les lit, qu'est-ce que ça veut dire que cet affrontement systémique avec l'Occident. Je pense qu'il est réel. Je pense qu'il est réel et son rôle va augmenter, en particulier vis-à-vis des États-Unis. C'est clair que les États-Unis jouent un rôle majeur dans le monde, c'est évident.
même si tel ou tel président a tendance à s'effacer, ou en tout cas à considérer qu'il faut que les États-Unis se désengagent. Il y a toute une discussion sur le désengagement américain au Moyen-Orient, ou la volonté de désengagement, qui n'est pas toujours simple à respecter pour des raisons évidentes, pratiques, sur place, et les effets qu'elle produit. Mais au-delà de ça, je pense que c'est clair qu'il y a un affrontement avec les États-Unis. Je pense que la raison majeure, elle est clairement indiquée par les Russes, et je pense qu'elle est valide. C'est-à-dire que, tout en critiquant les Russes parce qu'ils font, soi-disant, la doctrine Monroe trop tard, les Américains ont une sphère d'influence qu'ils défendent âprement, et cette défense de la sphère d'intérêt américaine, elle passe essentiellement par les traités transatlantiques et transpacifiques. C'est clair que c'est comme ça qu'ils défendent leurs intérêts. Et au Moyen-Orient, il s'agit de cela. C'est-à-dire, comment empêcher les entreprises françaises de revenir en Iran ? Eh bien, en appliquant la législation américaine sur un certain nombre de choses. Et du coup, les entreprises françaises qui voudraient bien revenir en Iran sont empêtrées parce que BNP, parce que les Américains, tel qu'est organisé le système actuel, sont maîtres du jeu. Et c'est ça que critiquent les Russes. Et dans cet ordre d'idées, le Moyen-Orient est une des parties de cet affrontement, évidemment. Mais en même temps, ce n'est pas affronter pour affronter. Je pense qu'il faut analyser les causes réelles, pourquoi les Russes critiquent une certaine forme de domination américaine qu'ils jugent aujourd'hui dépassée, parce qu'on n'est plus dans le monde de la bipolaire, de la guerre froide. On est dans un autre monde. Ce n'est plus la guerre froide. Et toutes les analogies sont, de ce point de vue-là, à mon sens, critiquables. Mais ce problème demeure. Et donc, ce n'est pas un affrontement. Alors, bien sûr, le Moyen-Orient est un enjeu fondamental pour toutes sortes de raisons stratégiques, pétrole, migrants et l'islamisme. Le deuxième ressort indiqué par ces rapports, et par celui de l'IFRI par exemple, c'est l'héritage soviétique, justement, les vieilles alliances, les alliés et les vieux intérêts. La défense des intérêts acquis, au fond. Je pense que ça, c'est une réalité, bien entendu. Et là-dessus, eh bien, évidemment, il y a d'une part une des bases militaires. Il n'y en a pas beaucoup, attention, parce que les Russes se sont désengagés militairement. Ils ont abandonné les bases de Cuba. Ils ont abandonné les bases au Vietnam. Et pratiquement, la seule chose qui leur restait, c'était cette base en Syrie, navale. Cette alliance avec un pouvoir, le pouvoir bassiste d'Assad. Je rejoins toutes les critiques qui peuvent être faites sur ce pouvoir, mais voilà, il y a cette alliance ancienne, stratégique. Et alors, est-ce que c'est simplement ça, ou est-ce qu'on va un peu au-delà dans l'analyse ? Or, l'analyse russe, elle est fondée sur une nouvelle expérience, qui est l'expérience des ingérences occidentales au Moyen-Orient et dans le monde arabe, récente. C'est-à-dire Afghanistan, Irak, Iran, Libye, Syrie. Alors là-dessus aussi, il se greffe toute une discussion sur, au fond, révolution de couleur, révolution arabe. Il est clair que là, on a deux lectures complètement différentes. Je pense qu'elles sont également critiquables, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire de montrer comment l'analyse russe des révolutions de couleur est, à mon avis, erronée, parce que c'est clair je ne sais pas ce que pense réellement tel ou tel dirigeant, mais en tout cas, tel que ça s'exprime, en gros, c'est le complot organisé par les méchants occidentaux. Ce qui, quand on regarde ce qui s'est passé en Géorgie et en Ukraine, est vraiment un peu court. C'est-à-dire qu'ils excluent, au fond, l'expression démocratique du mécontentement des populations.
Et ça, c'est un défaut de leur analyse. Il y a là un vrai problème d'analyse qui a des conséquences, parce que du coup, la stratégie russe provoque est contre-productive, en fait. Elle l'a été en Géorgie, elle l'est en Ukraine. Mais, donc il y a ça. Et de l'autre côté, notre vision la plus courante de dire, voilà, ce sont les peuples qui s'expriment, laissez-les s'exprimer, soyons réalistes quand même. Il y a des officines actives, il y a des lobbies actifs. Les ambassades américaines, elles n'ont pas que des petits diplomates tranquilles. Il y a toutes sortes de choses. Moi, je connais plus l'exemple géorgien que l'exemple ukrainien, mais c'est évident qu'il y avait toutes sortes d'Américains auprès de Saakashvili. Donc voilà, on est dans une situation, et alors je connais encore moins les révolutions arabes et tout ce contexte, mais enfin, c'est évident qu'il ne faut pas simplifier et caricaturer ni dans un sens ni dans l'autre. Toujours est-il que ça pose quand même un vrai problème, ces questions de la façon dont les États occidentaux soit sont intervenus directement, soit ont pensé pouvoir intervenir en soutenant telle ou telle force locale. Et le moins qu'on puisse dire, en tout cas, tel que moi je l'analyse, c'est que c'est un échec cuisant et que ça pose d'énormes problèmes. Parce qu'en fin de compte, effectivement, que ce soit en Libye, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak ou aujourd'hui en Syrie, les interventions occidentales, américaines, européennes, il n'y a pas beaucoup d'Européens d'ailleurs, hein. Il y a la France un petit peu, et puis pas beaucoup d'autres sur le terrain, dans les actes. Tout ça a été pas seulement contre-productif, mais a déchaîné un chaos régional qui ne fait que s'amplifier et qui vraiment pose de problèmes majeurs. Et c'est ce que disent les Russes. Et là-dessus, on ne peut pas leur donner vraiment tort. C'est-à-dire qu'ils disent, attention, ça fait maintenant 10 ans, 15 ans, que votre politique, petit à petit, met toute cette région dans le chaos. Or, nous, on est juste à côté. Donc on intervient. Parce qu'il faut limiter les dégâts. Et quoi que vous disiez, Assad, c'est mieux que le chaos total en Syrie. Alors là aussi, on peut discuter. Est-ce que c'est tragique? On est dans une situation tragique, mais qui n'est pas née de la politique russe, celle-là. Parce qu'on est dans un monde qui est en train de se redessiner complètement. Les Américains ont fait erreur sur erreur, je pense, vraiment, dans cette... Et en plus, on est empêtré dans des contradictions absolument insurmontables avec nos alliés d'Arabie saoudite et turcs, dont les politiques sont contrôlées par personne, en fait, réellement. Et c'est pas parce que la Turquie fait partie de l'OTAN qu'on contrôle réellement ce qui s'y passe. Mais voilà, et on se retrouve dans des contradictions majeures. Et les Russes disent, eh bien voilà, tout ça, on ne peut pas laisser les choses dans cet état. Et donc notre intervention, elle est justifiée. Alors bien sûr, après, il faut analyser ce qu'ils font. Alors là-dessus, se greffe quand même, il y a des intérêts économiques, pétrole, livraison. Alors ils ont, il y a énorme. Ce qui est assez intéressant quand même, et ça difficile de dire, et on n'a pas tous les éléments. On a la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette politique russe, elle ne se résume pas à la Syrie ou au Moyen-Orient. Loin de là. Quand on regarde les rencontres au sommet de Vladimir Poutine concernant cette région, on est absolument fasciné quand même. Parce qu'il a rencontré tout le monde. Et il rencontre régulièrement tout le monde. Les dirigeants israéliens, Netanyahou encore récemment, les dirigeants saoudiens, d'autres dirigeants du Golfe, les Égyptiens, les Syriens bien sûr, les Iraniens, les Irakiens. Enfin, ils sont présents pratiquement dans tous les pays, d'une façon ou d'une autre, par une diplomatie active. Alors, en partie, c'est une diplomatie à motif économique, vendre des armes, recevoir des aides financières, y compris de certains pays du Golfe, pour tel ou tel projet. Donc il y a un aspect économique, mais c'est clair qu'il y a aussi de la politique.
Et là-dessus, c'est compliqué parce que, voilà, à la fois, il y a beaucoup de micro-facteurs, enfin micro, je ne sais pas. Les Russes suivent évidemment observent de façon extrêmement attentive l'état des relations entre les États-Unis et l'Union européenne ou tel acteur important de l'Union européenne avec tel État de la région. Et donc, ils sont toujours prêts à utiliser et à forcer les quelques dissensions qu'il peut y avoir entre Américains et Saoudiens, entre Européens et Turcs, entre les Occidentaux et les Égyptiens, pour avancer d'une part des intérêts bilatéraux. Bon, c'est normal, au fond, ils défendent leur position, et aussi pour avancer sur des terrains beaucoup plus politiques. Ils ont un certain nombre de propositions globales. Enfin, globales. Je ne suis pas sûr ils n'ont pas un nouveau plan de découpage du Moyen-Orient, je ne pense pas. Mais enfin, ils ont un certain nombre de propositions globales sur les équilibres au Moyen-Orient, fondées sur le respect des États tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est mieux de ne pas les modifier, encore que, bon, je ne sais pas, sur les marges... si, c'est évident que si le conflit Russie-Turquie, suite à l'événement que vous connaissez, se dégrade encore plus, on risque d'avoir une Russie qui soutienne l'autonomisation du Kurdistan dans des conditions qui vont poser énormément de problèmes aux Occidentaux. Donc voilà, on est dans des situations comme ça. De la même façon, alors ils sont extrêmement attentifs à ne pas s'enfermer. Parce qu'on a dit ça, qu'ils allaient enfermer dans un axe purement chiite, ou enfin, chiite et les alliances autour des grands États chiites de la région. Je pense que ce n'est pas le cas. Ils sont parfaitement au courant de cette question depuis le début, et très attentifs. Et donc toute leur politique vis-à-vis des Turcs avant l'incident, vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis de l'Arabie saoudite, visait justement à éviter de se trouver dans ce piège. Et je dirais que, ma foi, si on lit les dépêches des rencontres, etc., c'est plutôt habile et c'est plutôt intelligent. Alors ensuite, il y a Daesh, évidemment, et cette croisade contre le terrorisme, ça c'est un terme 2001, Bush et Poutine qui disent, bon, enfin, Bush qui dit croisade contre le terrorisme, l'islamisme, et Poutine qui dit, bah, ok, c'est un danger commun, on travaille ensemble. Sauf que ça ne se fait pas. Et on retrouve ça à plusieurs reprises. Des propositions russes pour dire, on travaille ensemble, et un refus américain occidental de l'OTAN. Alors là-dessus, moi, je ne suis pas dans ces organes décisionnels, donc je ne sais pas. Quand Poutine dit, quand Poutine dit, interview de télévision, octobre ou novembre 2015, où il dit, j'ai proposé aux Occidentaux, aux Américains, qu'on coordonne les frappes. On s'échange les informations. Ils disent qu'on ne frappe pas là où il faut. Alors, je leur dis, donnez-nous des renseignements sur les cibles que vous voulez, et nous, on est prêts à le faire, ou à participer à des frappes communes. Et ils ne veulent pas. Ils ne donnent pas suite. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai des raisons de me méfier de la parole de Vladimir Poutine, parce qu'il a quand même dit pendant pas mal de temps qu'il n'y avait pas d'hommes verts en Crimée. Pour finalement dire, ah bah oui, quand même, oui, il y avait bien l'armée russe en Crimée. Donc, il est capable d'affirmer des choses contraires publiquement. Donc c'est ennuyeux, ça. Pour son image, ça, c'est très ennuyeux. Mais c'est comme ça. Il faut le prendre comme ça. Et donc, vis-à-vis de Daesh, alors les Occidentaux, bon, vous connaissez bien cette situation. Les Occidentaux disent, en fait, ils ne tapent pas Daesh, les Russes, mais ils frappent la coalition anti-Assad, et son seul but, c'est de protéger Assad, et en fait, le reste, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué. Alors là aussi, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les photos satellites de l'armée française ou américaine ou russe. Les uns et les autres donnent de temps en temps des éléments, mais enfin,
comment se fier. On est dans une guerre psychologique en même temps. Donc comment se fier totalement aux uns et aux autres, à mon avis, on ne peut pas. Alors il faut essayer de comprendre avec d'autres sources, en croisant les sources. Bon, je ne doute pas que les Russes ont frappé pas mal d'autres mouvements que Daesh. C'est évident. Et qu'ils ont voulu protéger Assad, mais sur la base d'une analyse politique. Pas seulement pour dire on protège un dictateur. Et d'autre part, il y a le problème de Daesh, c'est un problème intérieur russe aussi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs milliers, les chiffres varient, mais enfin quand même on est entre 1500, 2000, 3000 et plus, jusqu'à 5000 combattants russes auprès de Daesh. C'est pas inattendu du tout. D'une part parce qu'il y avait ce radicalisme qui est monté après la deuxième guerre tchétchène, qui s'est répandu au-delà de la Tchétchénie. Il y a la politique de Kadyrov en Tchétchénie, donc les islamistes se sont répartis un peu partout, au Caucase et jusque dans la Volga. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des affrontements en Syrie ? Ça, on le sait. Les autorités russes ont dit à toute une série de gens dont ils savaient qu'ils étaient proches de ces milieux, soit vous partez, soit on va vous, d'une façon ou d'une autre, on vous coincera en Russie. Et la plupart sont partis. Ce qui fait qu'en Russie, depuis quelques mois, 2 ans, le nombre des attentats, le nombre des incidents a diminué. Elle n'a pas complètement disparu, mais a diminué. Et en même temps, les Russes suivent ces gens, et un des buts des frappes, c'est ça. C'est tuer en Syrie les Russes qui sont allés de côté Daesh. Remarquez qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça. Donc, après tout, si c'est ça qu'ils font vraiment, ils font comme nous, quoi, en gros. Donc, on se retrouve dans cette situation. Et apparemment aussi, tout ce que j'entends dire, avec des gens du Daghestan et d'autres, c'est qu'ils les suivent vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système, je ne sais pas s'il est plus ou moins efficace que les systèmes américains, qu'il ne l'est pas complètement, on l'a vu, mais ils suivent ces gens. Alors, probablement, il y en a qui rentrent, mais enfin, pas tant que ça, et ce n'est pas si simple. Et apparemment, c'est assez efficace, le système russe de suivi de ces extrémistes radicaux islamistes. Donc voilà. Et pour conclure, je pense que c'est les nouveaux axes du Moyen-Orient. Je pense qu'on est enfin pas au début, parce que c'est pas le début, mais on est à mi-chemin, ou je sais pas si c'est la mi-chemin, mais on est en cours d'un processus de redéfinition complète de cette région. Et là, je pense que j'entends, il y a des voix. Enfin, il faut qu'on reprenne langue avec les Russes, parce que ça, c'est gravissime. Si on continue dans cette politique d'affrontement et de non-coopération et de non-discussion avec les Russes entre autres à propos du Moyen-Orient, on va dans le mur. Et attention, parce qu'on dit les sanctions, les sanctions, elles sont efficaces en Russie. Vous voyez, la crise économique qui continue. Et les contre-sanctions, c'est embêtant, mais on perd quelques milliards d'euros, mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui va se passer si on continue comme ça. Il va se passer. Enfin, moi, ce que je crains, c'est le chaos va se propager en Turquie avec la question kurde. Si on continue comme ça avec nos amis turcs, c'est vers ça qu'on va. Et les Russes, écoutez, si on les pousse un peu, à mon avis, ils vont appuyer les Kurdes. Et on va se retrouver avec une situation encore plus grave. Et on va alors évidemment, on pourra dire que c'est la faute des Russes, mais ça me paraît quand même un peu simpliste. Non, mais ça, y a pas de problème. Voilà. Avant de donner la parole à nos amis, j'ai une chose qui me tracasse personnellement. Tu as semblé écarter d'un revers de main ce qui quand même est un des points de réflexion sur la politique russe, y compris sa relative agressivité. C'est le fait que les Russes ont quand même été cocufiés, de même que les Chinois, dans l'affaire libyenne. C'est-à-dire qu'on leur a fait signer une résolution du Conseil de sécurité contre laquelle ils n'ont pas
utiliser le droit de veto, ils se sont abstenus, qui théoriquement était simplement la création d'un couloir aérien, etc., etc., et qui s'est fini avec l'assassinat de Kadhafi après avoir mis par terre le peu d'États qui existait très fragile en Libye. Est-ce que je t'ai mal compris ou bien c'est... Non, non, c'est pas du tout mon intention. Et c'est vrai que c'est un facteur très important à plusieurs raisons. D'abord, alors, on se rappelle le contexte. Ça s'est fait au moment où Medvedev était président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un couac. Enfin, en tout cas, Vladimir Poutine, Premier ministre, et qui était quand même le vrai acteur de la politique russe, du point de vue institutionnel, dans le cadre des institutions russes. Mais le domaine de compétence du président, entre autres, c'était la politique extérieure. Donc, c'est Medvedev qui a pris la décision et il a cru bon d'assurer la neutralité. Il n'y a pas eu de veto russe à cette résolution et ils s'en sont mordus les doigts. Là-dessus, Vladimir Poutine est parfaitement clair. Il considère qu'à posteriori, c'est une erreur et que les Occidentaux ont profité de cette erreur pour aller bien au-delà du mandat. Et donc, alors là-dessus, il y a toute une... Et donc, ça ne se reproduira plus. Enfin, il y a quelque chose... Les Russes insistent avec beaucoup de véhémence sur la légitimité des uns et des autres. Légitimité, elle peut provenir, selon Vladimir Poutine, de deux choses, soit une résolution de l'ONU, Conseil de sécurité, soit un appel direct d'un gouvernement en place. Et ils disent donc, nous, on est légitime en Syrie, vous ne l'êtes pas. Bon. Alors, on peut discuter, bien sûr, hein, sur les légitimités partagées et sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une légitimité en Crimée quand ils interviennent, etc. Bon. D'autre part, il y a des lectures, des rumeurs. Certains disent que Vladimir Poutine a été traumatisé par l'image de la façon dont Kadhafi a été assassiné et qu'il a une crainte personnelle qu'un jour ou l'autre ça puisse lui arriver ou que qu'il puisse y avoir des événements, des interventions extérieures, etc. Ça me paraît un peu exagéré, mais bon, on entend dire ça, il y a des choses comme ça qui traînent. Ce qui est certain, c'est que ça a accentué ce débat fondamental sur la question du type des ingérences et du type d'ingérence, qui encore une fois est un débat vraiment fondamental. Et qu'est-ce que ça signifie quand des acteurs extérieurs interviennent directement, et là en plus c'est une intervention directe militaire, sur une situation complexe et qui fait tout exploser. Et là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas tort. À vous. On a un micro, bien sûr. Je vous en prie. Oui, vous avez évoqué à deux ou trois reprises la Turquie. Bon, la Turquie, c'est un pays que je connais bien. Ce que je voudrais savoir, si vous voulez, c'est deux choses. D'une part, qu'est-ce qui explique l'antagonisme russe vis-à-vis de la Turquie? Est-ce que c'est cette histoire du bombardier, ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes derrière qui expliquent cette agressivité qu'il y a actuellement, premièrement, et deuxièmement, jusqu'où ça peut aller? Vous évoquiez le chaos vis-à-vis en utilisant les Kurdes. Je voulais avoir donc sur ces deux points votre analyse. Tu veux une question, une réponse, ou bien on en prend plusieurs? Oui. Monsieur. Vous sembliez dire que la Russie ne remettait pas en cause le découpage actuel territorial, étatique du Proche-Orient. Quelle était la position de la Russie et d'abord de l'URSS à propos des accords Sykes-Picot qui sont de fait à l'origine de cette affaire-là? Merci. Jacques? Dans un livre de Hillary Clinton, traduit en français, et qui est sorti à peu près il y a un an peut-être, je me souviens plus du titre, Clinton relate la discussion qu'elle a lorsqu'elle est secrétaire d'État, avec le ministre des Affaires étrangères russe, son nom m'échappe, Lavrov, à propos de l'affaire que tu soulevais, Dominique. La Libye. Sur la Libye. Sur la Libye, oui. C'est très, très intéressant. Faut lire ça, hein. Moi, j'en suis servi. Une question, Jean. Selon les facteurs déterminants de la politique étrangère russe, ont
c'est en général, n'ajoute souvent ou on note souvent ce qu'on appelle le monde russe. Cette espèce de théorie ou de volonté à la fois nationaliste et même impérialiste. Enfin, c'est les qualificatifs qu'il y a derrière cette formulation. Donc je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que c'est un facteur vraiment déterminant? Est-ce que... Voilà, merci. On y va? Oui. Alors, sur la Turquie, je veux pas paraître... J'espère bien qu'il n'y aura pas de situation chaotique, etc. Je pense d'abord que la situation turque, elle évolue d'abord du fait de la politique des dirigeants turcs. Ça, je pense que malheureusement, le pouvoir actuel en Turquie, qui avait commencé, il y avait eu un début de rapprochement timide et quand même assez important avec les Kurdes. On avait l'impression que cette question pouvait évoluer d'une façon favorable dans le cadre des institutions turques. Et puis, il y a eu les élections que M. Erdogan n'a pas supporté d'être battu. Et du coup, il a changé complètement de politique et il a relancé une stratégie frontale contre les forces kurdes en Turquie même. S'ajoute à cela la situation au sud, en Syrie, en Irak, avec le rôle des Kurdes dans les régions d'autonomie kurde de ces pays. Et on a déjà en soi une situation extrêmement préoccupante et qui évolue, dont les facteurs d'évolution sont plutôt de nature à perturber la stratégie turque. Et donc, sachant la capacité de réaction de M. Erdogan, on a de quoi être inquiet. Ce qui se passe avec la Russie, je pense que ça vient en plus, et c'est pas ça qui détermine vraiment ces fondamentaux. Sauf que M. Erdogan a pensé qu'il pouvait abattre un avion russe. Alors l'avion russe était incontestablement est passé en marge, mais quand même sur le territoire turc, c'est indéniable, et que les Russes auraient peut-être mieux fait d'éviter ce survol. Ils ne pensaient pas que la réaction turque serait de cette nature. Effectivement, il n'y a pas que l'avion. Il y a d'autres éléments. Alors il y a des éléments, et les éléments qui ont été donnés publiquement, c'est par exemple le rôle ambigu de la Turquie vis-à-vis des citoyens ou ex-citoyens russes, et au Caucase et ailleurs. Et ça a été décrit de façon assez précise, c'est-à-dire la façon dont le gouvernement turc, au fond, si j'ai bien compris, donne des passeports turcs à des citoyens ex-russes, islamistes convaincus, qui ensuite reviennent en Russie avec un passeport turc et éventuellement un autre nom, pour faire des actions en Russie. Alors, voilà, moi, j'ai pas... Là aussi, on est tributaire des informations disponibles. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais enfin, c'est des questions assez sérieuses et qui concernent vraiment les autorités russes. On sait bien qu'il y a... Moi, j'avais été frappé, j'ai été à Istanbul à plusieurs reprises, j'ai fait des conférences sur le Caucase et j'étais absolument sidéré à Istanbul parce que vous aviez des représentants de toutes les communautés caucasiennes, des Tcherkesses, des Dagestanais, des Tchétchènes, et ils suivent ça au plus près. Donc, et c'est des lobbies, et c'est Alors, ils peuvent agir de façon positive pour les questions économiques. On sait que la Turquie était très active. Les relations russo-turques étaient très importantes à tout point de vue, bâtiments, transport, agriculture, etc. etc. Sauf que voilà, alors, en tenant compte que ce sont deux fortes personnalités assez spécifiques, moi je ne dis pas de Poutine qu'il est imprévisible, mais c'est une forte personnalité avec un mode d'action qui est assez personnel et assez... et Erdogan aussi. Donc quand les deux se confrontent, avec en plus des alliances ambiguës côté Erdogan, on peut s'attendre au pire. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Saakashvili. Saakashvili, c'était aussi une personnalité, une forte tête comme ça, pour des bonnes raisons. Il défendait ce qu'il pensait être les intérêts de la Géorgie. Moyennant quoi, avec des conseillers américains, il se retrouve avec un tiers de la Géorgie en moins. Non, le seul point, si vous voulez, juste, c'est que Erdogan de plus en plus se présente, si vous voulez,
le cadre d'une politique anti-occidentale. Son récent sortie sur les croisés, par exemple, le montre. Enfin, donc, on peut considérer que Poutine, dans le cadre de sa politique vis-à-vis de l'Occident, s'appuie sur Erdogan comme allié. Or, en revanche, il s'engage dans une politique inverse. Voilà pourquoi je posais... Non, il y a toute une théorie sur le fait que les Russes appuient où ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils utilisent nos propres contradictions, et elles sont immenses avec la Turquie, pour nous affaiblir. Alors évidemment, mais si on tient compte qu'on a décidé des sanctions contre la Russie, eh ben, évidemment, il y aura des réponses russes, c'est clair. J'avoue que, alors, autant j'ai quelques idées sur la façon dont les Russes, par exemple, ont été parmi les premiers à reconnaître la création d'Israël en 1948, avec toute une série de conséquences, d'intérêts, etc. J'avoue que je ne sais rien de la façon dont les Russes ont réagi au moment des accords. Bah vas-y, parce que là, En fait, on appelle toujours ça les accords Sykes-Picot, mais il y avait un troisième signataire qui était les Russes, la Russie, qui avait signé, qui avait négocié. Et c'est de ce fait qu'on a connu les accords Sykes-Picot. Parce que les bolcheviks, qui avaient une politique officielle de transparence diplomatique, ont fait connaître, ont rendu public les accords Sykes-Picot, qui ont été d'ailleurs démentis à ce moment-là par les signataires français et britanniques avant qu'ils ne reconnaissent la chose. Donc on a eu dès le début une attitude bolchevique qui était, bon, c'est les premières années, de transparence. Effectivement, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est encore en 1917 qu'on rend public les accords. Et là, autant que je comprenne la position russe actuelle, c'est plutôt de considérer qu'il ne faut pas toucher aux frontières d'État. Parce que si on touche aux frontières d'État, on entre dans une situation complètement imprévisible. Mais en même temps, ils ont reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, et ils ont annexé la Crimée. Donc voilà, donc il y a un double discours. Les Russes disent qu'il y a un double discours occidental sur toute une série de questions. Il y a quand même un double discours russe, donc c'est compliqué. Le rôle du monde russe, c'est important. Alors je ne suis pas sûr que... Enfin si, c'est important, y compris au Moyen-Orient. Bon, c'est une idée assez banale, au fond. Même si c'est un peu c'est développé, c'est décliné d'une façon un peu différente que la francophonie, par exemple. Parce que nous, la francophonie, c'est vraiment plutôt culturel, voilà, diplomatique. Mais enfin bon, il y a la francophonie, il y a la Franc-Afrique, la France-Afrique. C'est pas la même chose, bien sûr. Mais donc on sait décliner des choses, des aspects différents de ce type et les réseaux africains de la France, on sait bien qu'ils s'appuient aussi sur nos amis francophones, dans les dirigeants économiques, les dirigeants politiques, etc. Donc voilà, c'est mêlé. Et les Russes, au fond, pendant des années, après 1991, ils ont laissé tomber ça. Ils s'en étaient pas occupés. C'est incroyable à quel point la politique russe était désengagée, y compris dans les États post-soviétiques, dans l'étranger proche. Il n'y avait pratiquement aucune politique, que ce soit en matière universitaire, en matière d'aide linguistique pour la défense du russe dans les républiques où où le russe était très important. Il n'y avait rien. Ils ont, faute de moyens, faute de politique, sous Helsinki, pratiquement, ils ne s'en sont pas occupés, enfin, pendant pas mal de temps. Et puis, ils se sont aperçus à quel point c'était un instrument, c'était important, que les autres l'utilisaient. C'est tout le débat sur le soft power. Le soft power russe, qui est venu tardivement, ça fait partie des choses que sur lesquelles on essaye de faire un petit point dans le livre, c'est-à-dire la façon dont les Russes ont tardivement découvert l'importance de ces questions, entre autres à l'occasion des révolutions de couleur d'ailleurs, et comment ils s'en sont emparés
Et effectivement, ils ont leur propre façon de décliner cet instrument. Et ils sont... Alors là, c'est extrêmement large. Le monde russe, c'est pas seulement les Russes, c'est tous ceux qui ont un intérêt pour la Russie. C'est d'abord tous les ex-soviétiques, c'est toutes les générations, toutes les diasporas, c'est-à-dire, au fond, ils accueillent aussi bien les descendants des Romanov, les Blancs du début du XXe siècle, ceux des émigrés soviétiques, dissidents, pas dissidents, qui acceptent de dialoguer et de rentrer dans un certain jeu. C'est un jeu très organisé. Bon, il y a eu pas mal de livres là-dessus, et maintenant on a pas mal d'éléments là-dessus, sur la façon dont ils organisent ça. Bon, mais c'est vraiment un facteur très important. Et au Moyen-Orient, ça joue aussi, bien sûr, parce que alors, ça peut se décliner de plusieurs façons. Il y a les Russes déjà, et en particulier en Israël. Pas seulement en Israël, mais beaucoup en Israël. Avec là un problème spécifique sur la relation Russie-Israël, avec la présence quand même d'un pourcentage assez important de Russes, russophones, sur le citoyen israélien aujourd'hui. Et puis il y a des sortes de cercles concentriques. Au-delà du monde russe, il y a le monde slave, il y a le monde orthodoxe et le monde chrétien. Et on élargit le cercle, et les Russes se disent préoccupés, par exemple, pour la défense des chrétiens d'Orient, dont une partie sont proches des églises orientales. Alors ça, c'est compliqué et évolutif. Mais attention, là aussi, parce que très souvent, on oublie ce genre de choses. On ne les regarde pas, parce que ce n'est pas notre monde à nous, mais c'est un monde très important. Il y a eu la rencontre extraordinaire, enfin vraiment historique, entre le patriarche et le pape à Cuba. Ça, c'est une chose. Mais il y a eu préalablement des rencontres et un accord entre le patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe américaine, avec des accords. Et il y a toute une discussion, en ce moment, la presse russe, c'est à propos de l'éventuelle prochaine rencontre de toutes les églises orthodoxes à Chypre. Enfin bon, alors c'est compliqué, parce qu'au départ, c'est pas les Russes qui étaient à l'initiative. Ils veulent être co-organisateurs. Mais ça rentre dans cette logique-là. C'est pas tout à fait le monde russe, mais quand même. Les Russes considèrent que le monde orthodoxe fait, d'une certaine façon, quand même, le monde orthodoxe fait partie du monde russe, d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'ils ont une conception du monde russe qui est beaucoup plus large que simplement la russité ou la russophonie. Et voilà, c'est un facteur intéressant, important, et on aurait tort de le sous-estimer, mais c'est notre façon de faire. On sous-estime souvent ce qui n'est pas le côté européen, parce qu'on a une lecture trop européocentrée. Et on ne se rend pas compte à quel point tel ou tel aspect de la politique russe qui nous paraît dérangeant, critiquable ou tout ce qu'on veut, ne dérange pas dans d'autres pays et dans d'autres mondes que notre monde européen. Attends, il faut un micro à cause de la captation. Est-ce que tu peux prolonger un peu? Parce qu'en France, beaucoup de commentateurs, bien ou mal, peu importe, utilisent cette thématique pour, au fond, en faire une forme de légitimation d'une politique expansionniste russe. Est-ce que ça a un semblant de vérité, ou bien est-ce que c'est de ce côté des Français-là, une façon de critiquer la politique étrangère russe de manière outrageuse ou excessive? Non, enfin, alors, politique expansionniste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si certains pensent que l'armée russe va arriver sur le pont Alexandre III à Paris, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que les Russes, d'une façon un peu maladroite, et ils sont beaucoup moins habiles, parce qu'ils ont beaucoup moins de tradition dans cet ordre des choses que les Français, les Anglais ou les Américains. Donc voilà, ils arrivent, c'est un peu un nouvel acteur, un nouveau terrain de jeu, pas dans le mauvais sens. Et donc, ça paraît parfois un peu
étrange. Mais effectivement, il considère qu'il faut s'appuyer sur certaines forces pour faire comprendre, pour diffuser tel ou tel aspect de leur politique, de leurs intérêts. Et il s'appuie donc, mettons en France, il y a eu 2 livres, il y a successivement 2 livres qui traitent de ces questions, qui sont parus, sur un certain nombre de forces. Alors il y a le monde russe stricto sensu au départ, c'est-à-dire les diasporas russes et les diasporas ex-soviétiques, disons, comme je l'ai décrit. Et puis il y a les forces politiques qui autour sont prêts, défendent l'idée, par exemple, qu'il faut se rapprocher des Russes, parler avec eux, coopérer et reprendre langue. Il y a ceux qui militent contre les sanctions. On a vu un vote à l'Assemblée nationale et puis au Sénat, etc. Donc voilà. Et il s'appuie sur toutes ces forces politiques, quelles qu'elles soient. Alors, ça pose certains problèmes parce que ça va depuis des gens qui sont très à gauche jusqu'à Le Pen, en passant par des dirigeants éminents du Parti des Républicains. Voilà, c'est à peu près ça, l'échantillon. Mais voilà, ça soulève. Alors, je ne parlerai pas de politique expansionniste. C'est un jeu peut-être un peu gros sabot du soft power. Et je pense que petit à petit, les choses vont se clarifier mais ils y mettent beaucoup de moyens financiers, en tout cas jusqu'à la crise actuelle, dans les nouvelles radios, les nouvelles télés. Mais au fond, qu'est-ce qu'on a fait avant ? Enfin, je veux dire, au fond, ils essaient de rattraper un retard vis-à-vis, alors sans parler même des moyens de diffusion de la stratégie américaine dans le monde, avec toutes sortes d'institutions, de radio, de télé, tout ça, direct ou indirect. Enfin, je veux dire, il faut prendre la chose dans sa globalité. Et les choses européennes ou françaises, avec nos radios, nos télévisions émettant en français et dans diverses langues dans le monde. Enfin voilà, ils rattrapent un retard. Ils le font de façon parfois un peu comme ça, comme par à-coups. Mais je pense que c'est ça qu'il faut considérer, et pas une politique expansionniste. Tu as évoqué Israël. Ça me paraît être un des signes quand même d'une évolution très sérieuse de la politique russe. Parce qu'il y a certainement ce que tu dis, on compte 1,5 million presque d'ex-soviétiques en Israël, qui sont très loin d'être tous juifs. C'était à une époque où on pouvait se proclamer juif et partir d'Union soviétique. C'est une bonne manière de partir d'Union soviétique. Entre-temps, les choses ont pris cette ampleur. Il y a quand même des rencontres extrêmement fréquentes entre Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Il y a un aspect personnel, enfin, très fort. La coopération a été jusqu'à syndiquer la manière dont les aviations des 2 pays pouvaient intervenir en Syrie pour éviter un accident à la turque. Donc on a quand même quelque chose dont on peut se demander si ça n'est pas aussi quelque chose d'idéologique. Parce qu'on sent bien que la Russie n'a plus, sur la question palestinienne, la même ardeur qu'elle pouvait avoir il y a 10 ou 20 ans. C'est très frappant. Le discours reste officiellement le même, mais il est beaucoup moins présent. Et ça me fait penser au rapport que tu viens de citer de la Russie, enfin du Kremlin, avec les forces d'extrême droite en Europe. Où là, on ne peut pas non plus parler c'est pas coup par coup, c'est vraiment globalement maintenant une espèce de cours pro-russe qui s'est répandu à travers l'Europe et qui est porté essentiellement ou habité essentiellement de gens d'extrême droite qui vont y chercher aussi de l'argent, des prêts, etc., etc. On ne peut pas imaginer que Marine Le Pen obtienne des prêts aussi importants qu'elle a eu de la Russie sans avoir un accord politique du Kremlin pour le faire. Enfin. Je suis partagé sur l'aspect idéologique. À la fois, je pense que c'est d'abord un pragmatisme. Et donc
dans une situation où l'image de la Russie est très négative, où elle est déformée, et je pense qu'elle est en partie déformée, même si les critiques et les déformations sont basées sur des choses réelles. Donc, dans ce contexte, les Russes sont prêts à parler, à s'entendre, à aider éventuellement aussi toutes les forces qui vont dans l'autre sens. Ça, c'est une chose. Et là-dessus... Pour dîner avec le diable, comme on dit. Oui, bien sûr, mais... Bien sûr, mais... Et donc, c'est pas forcément de l'adhésion idéologique. Je veux dire, c'est pas... Alors, en même temps, je dis ça, et entre autres aussi, pour ce qui est du Moyen-Orient et d'Israël, c'est la reconnaissance des acteurs. Le pragmatisme, c'est ça, c'est... Bon, Israël est un fait et c'est un État qui existe et autant on va défendre le pouvoir d'Assad, eh bien, le pouvoir israélien, quel qu'il soit, il faut en tenir compte et c'est un acteur important et donc on a un certain type de rapport avec lui. En même temps, je pense que là où on voit apparaître de l'idéologie, c'est sur un autre plan. C'est qu'on a vu apparaître dans les dernières années, c'est récent, c'est sous Poutine, une nouvelle croisade de valeurs. Alors là, c'est pas encore une idéologie, mais enfin, c'est quelque chose de nouveau et qui prend petit à petit consistance autour d'un certain nombre de valeurs dites fondamentales que les Russes considèrent comme fondamentales et sur lesquelles ils passent des alliances. Et ces valeurs, c'est des valeurs de la famille, alors c'est des valeurs positives côté famille, morale, religion, et c'est des critiques sur l'homosexualité, sur des déviances, sur certaines minorités, etc. Et donc ça crée des terrains d'entente paradoxaux. Pas paradoxaux, mais en tout cas, oui, qui peuvent nous paraître paradoxaux. Ça crée des terrains d'entente avec certaines forces de droite en France. Ça crée des terrains d'entente. Moi, ça, c'est ma co-auteure, Marlène Laruelle, parce qu'elle vit aux États-Unis et elle suit ces questions. Il a failli y avoir un des grands congrès des forces de droite, de la droite Tea Party, autour du Tea Party américaine, à Moscou. Et s'il n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a eu la Crimée. Sinon, ils étaient en train de l'organiser. Mais là aussi, jusqu'à quel point il va falloir attendre. C'est des choses qu'il faut analyser, qu'il faut essayer de comprendre. Moi, j'en tire pas de conclusion hâtive sur la nouvelle idéologie russe, mais ce sont des messages d'alerte. Ce sont des choses qu'il faut suivre, qu'il faut analyser. Moi, pour l'instant, mon analyse, c'est surtout ce pragmatisme. Avec aussi un discours qui est un discours un peu de forteresse assiégée. C'est-à-dire le discours, Vladimir Poutine à plusieurs reprises mentionne l'agression, les tentatives d'organiser des menaces d'agression contre la Russie sur divers plans, et sur lesquels donc et l'appel au rassemblement patriotique donc du peuple russe, des Russes, et pas seulement les Russes ethniques, mais tous les Russes, vis-à-vis de ces menaces. Là, bien sûr, on voit c'était tout le lien entre la politique extérieure et la politique intérieure, qui existe vraiment. Oui. Voilà, alors moi, pour reprendre un peu ce que disait Dominique, c'est vrai que j'aimerais intervenir sur deux choses. Alors déjà, au Proche-Orient concernant Israël, vous dites, bon, Israël est un État, donc comme il dit, la Syrie d'Assad est un État, donc Israël aussi, mais ce n'est pas Israël actuellement qui est menacé. C'est-à-dire que, par exemple, la Russie, quand Arafat a déclaré l'État de Palestine en 1988, fait partie des États qui ont reconnu l'État de Palestine. Et je trouve que Poutine, justement, avec sa personnalité, etc., est très, très faiblard par rapport à tout ce qui se passe au Proche-Orient. Peut-être que la communauté russe, en effet, l'importance fait qu'il n'ose pas, comme l'a dit Dominique, mais alors que justement les Occidentaux sont actuellement, au niveau des gouvernements en tout cas, très pro-israéliens, pour donner un autre son de cloche et rentrer un peu dans l'art en disant, bon, bah, l'État de Palestine, nous on l'a reconnu, maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Et là-dessus, il y a une inaction
que je trouve assez étonnante et qui cadre pas en plus avec le personnage. Voilà. Donc il y avait ça. Et sur une deuxième chose, sur aussi l'extrême droite, en effet, pro-russe ou pas, j'ai lu, je ne sais plus dans quoi, je me demande, c'est pas dans l'Humain, enfin j'ai lu dans un journal, deux prises de position, la prise de position de Donald Trump à l'égard de l'OTAN et de Poutine. Et c'est vrai que si on voit, alors que Donald Trump c'est quand même un bel illuminé, si on voit Hillary Clinton, le décalage est mais flagrant hein, entre la position de Clinton sur Poutine et Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est quasiment une groupie à côté. Explicite un peu parce que. C'est-à-dire que à travers l'OTAN, Donald Trump avait un discours sur le fait, après l'écroulement de l'Union soviétique, les mensonges de l'OTAN, l'encerclement, etc., mais que quasiment des gens défendant la politique de Poutine tiendraient exactement. Il avait un discours assez étonnant à défendre Poutine, à dire qu'il fallait s'entendre avec lui, etc., alors que quand on connaît en effet le discours d'Hillary Clinton à côté, c'est vrai que c'est assez surprenant cette différence. Et ça rejoint le fait que le lien avec l'extrême droite, quoi. Voilà. Oui, d'autant quand même, Jean, que c'est pas n'importe quel Israël aujourd'hui. C'est le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire de l'État d'Israël depuis 1948, donc qui est incarné, bon, évidemment par Lieberman, qui n'est pas russe, hein, qui est moldave, il faut quand même le dire, et par Netanyahou, quoi. Ouais. Donc il y a là quelque chose, c'est quand même, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais c'est quand même troublant, quoi. Il y a quand même quelque chose qui n'était pas la politique de Medvedev, par exemple, quand il était là, quoi. Alors, je voudrais poser une toute dernière question, c'est sur la popularité de Poutine. Il se trouve que moi, je ne connais pas la Russie, mais dans mon entourage, j'ai quelqu'un dans la famille qui s'est marié avec une Russe, et puis j'ai une amie. Et alors, je pense que leur discours vis-à-vis de Poutine, je veux dire qu'il n'y a pas une personne qui doit parler comme ça actuellement de l'Inde en France, hein. C'est-à-dire qu'il y a une, je ne sais pas si c'est une fierté retrouvée, mais un côté Poutimania, je ne sais pas comment on pourrait dire, et qui m'étonne. Alors, je ne sais pas ce que vous pourriez en dire au niveau de sa popularité. Voilà. Merci. Bon. Alors, c'est pas mon terrain privilégié d'analyse sur Israël et les rapports entre Russie et Israël. Mais il me semble quand même que, premièrement, Netanyahou était déjà au pouvoir quand il y a eu cette décision et déclaration de Vladimir Poutine à une télévision israélienne, quand il a dit « Nous avons mis en place un système de défense antiaérienne autour de Damas qui fait que nous protégeons Damas ». Et il ajoute, c'est assez intéressant, il faut relire ce texte. Il dit nous ne mettons pas en cause la défense d'Israël, mais nous plaçons simplement un type d'arme qui va empêcher l'armée israélienne d'attaquer Damas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, important. Il fait ça quand même, et il le fait publiquement, et il l'annonce aux Israéliens. Et dans le même temps, alors je ne sais plus la date, quand a été créé un bureau palestinien à Moscou. Donc, alors, bon, peut-être qu'il est un peu sous... Je ne sais pas. Mais enfin, il a été créé sous Vladimir Poutine, et autant que je sache, il fonctionne. Donc, voilà, c'est... Oui, alors, voilà. Donc c'est pas complètement unilatéral. Alors, voilà, c'est vrai qu'on a un gouvernement en ce moment israélien qui est très... très, très déterminé et le plus à droite certainement depuis longtemps. En même temps, je pense que fondamentalement, pour la Russie, c'est déjà assez compliqué le Moyen-Orient, et donc ouvrir de nouveaux débats avec Israël. Enfin, sans doute, ils souhaitent et veulent être partie prenante d'éventuelles négociations. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu que Netanyahou est allé à Moscou pour dire « aidez-nous à faire le dialogue direct qu'on demande depuis des années et qui ne marche pas ». On va voir, c'est très compliqué quand même, l'enjeu d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Et je trouve finalement quand même que les Russes ont une certaine cohérence dans cette façon
de présenter... Enfin, moi, j'ai été assez frappé par cette interview de Vladimir Poutine à la télévision israélienne. C'est... si tous les Occidentaux étaient aussi clairs et cohérents vis-à-vis d'Israël et de la Palestine, ça aiderait peut-être quand même. Bon, sur Trump et Clinton, on va voir ce qui va se passer. C'est quand même étonnant. C'est vrai aussi que l'approche américaine actuelle, politique, officielle, est une approche qui n'est pas si loin que ça de Brzezinski, c'est-à-dire la continuation d'une politique de rolling back. Et bon, les Russes l'analysent en tant que telle. Et tout ce qui s'est passé récemment, je signalais la signature du traité transpacifique très clairement anti-chinoise dans un contexte de montée de l'alliance russo-chinoise, tous les problèmes de la discussion sur le traité transatlantique, etc. On a là, ce sont des éléments fondamentaux de la politique, et de ce point de vue-là, quand on lit les déclarations d'Hillary Clinton, on comprend que pour les Russes, ça risque d'être très compliqué. Alors qu'est-ce que va faire Trump? C'est très difficile à savoir. Parce qu'entre ses déclarations de campagne électorale et la politique d'un éventuel président Trump, c'est autre chose. Mais en tout cas, effectivement, cette espèce de réalité des fronts renversés et d'autre part, cette croisade morale, famille, christianisme, rôle des églises, qui est un mouvement de fond qu'on voit dans nos sociétés, pas seulement en Russie, pas seulement aux États-Unis, mais qui est particulièrement fort et aux États-Unis et en Russie, et qui constitue un terrain de rapprochement, encore une fois, peut-être un peu paradoxal, mais qui ne l'est au fond pas tant que ça paradoxal. Alors sur la popularité de Poutine, je pense que c'est une réalité. Les Russes... Alors, il faut tenir compte de plusieurs choses. Les Russes, effectivement, il y a une très forte popularité de Vladimir Poutine, c'est incontestable, tous les sondages le donnent, même si, attention, les sondages, c'est toujours compliqué. Quand on interroge par téléphone un citoyen russe lambda de je ne sais pas quelle ville de province et on lui demande qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine, est-ce qu'il va répondre au téléphone oui, je n'aime pas Vladimir Poutine, je ne suis pas sûr. Bon, mais enfin, donc c'est pas simple les sondages. Mais cette popularité est incontestable et elle a des fondements objectifs. Premièrement, il y a eu 10 années de croissance ininterrompue, forte, avec des conséquences réelles pour toutes les catégories de la population. Comme on le montre dans le livre, parce j'ai fait les calculs, on peut faire les calculs, le nombre de milliardaires russes a décuplé depuis 2000. Si on prend Forbes russe, 2000-2015. Et dans le même temps, le niveau de pauvreté a réellement diminué. Et donc, sur cette base, il y a un consensus possible. C'est-à-dire que toutes les catégories de population ont eu des bénéfices inégaux, mais des bénéfices réels de cette période de Poutine de croissance. Parce qu'il a aussi été très attentif, il a une politique sociale, et qu'il a maintenue, et jusqu'à maintenant. Et donc, bien sûr, ça a des effets. Et le deuxième élément, c'est la politique extérieure. Les Russes étaient traumatisés par les échecs successifs, retrait d'Afghanistan, retrait des troupes soviétiques d'Allemagne et du pacte de Varsovie, échec en Tchétchénie, première guerre, Eltsine, et les difficultés, etc., le recul, l'élargissement de l'Union européenne, l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières russes, tout ça, ils ont vécu ça de façon traumatisante, ce qui est compréhensible. Et là, il y a un renversement. De nouveau, la Russie est quand même considérée, elle joue un rôle, on est bien obligé de tenir compte de son influence, et plus la Crimée, qui pour la majorité des Russes, y compris chez ceux qui étaient très critiques vis-à-vis de Poutine, la majorité considère que c'est une bonne chose, c'est un bon coup, et que ça sera de toute façon, historiquement, c'est Poutine qui l'a fait. Et ensuite, cette capacité qu'il a eue et qui a surpris les Occidentaux, non seulement de s'occuper de l'étranger proche, mais pour la première fois
depuis 91, réellement, l'armée russe intervient à l'extérieur de l'ex-URSS, en Syrie concrètement, et avec certains résultats. Et donc, voilà, c'est ça. Les bases de cette popularité sont absolument claires. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir si la crise économique actuelle, les difficultés économiques qui sont réelles, vont, le pétrole, le prix du baril, etc., vont avoir une influence et faire monter une tension sociale. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui apparaît. On va voir, il faut suivre cette analyse. Merci. Une dernière question ? Oui, Aprilia, vas-y. Oui, du coup, pardon. J'avais une petite question concernant la Géorgie et les liens entre la Turquie et la Géorgie suite à la tension entre la Russie et la Turquie. J'ai eu l'occasion d'aller en Géorgie et j'avais l'impression que les échanges commerciaux étaient très importants entre la Turquie et la Géorgie, notamment au niveau du commerce frontalier, le tourisme, etc. Et du coup, je me demandais si, puisque ce froid entre les deux pays a un petit peu gelé, par exemple, la coopération autour de la mer Noire, si ça n'avait pas eu un impact aussi vraiment important sur l'économie géorgienne. Alors, je pense qu'effectivement, les relations commerciales entre la Géorgie et la Turquie sont devenues très importantes, en tenant compte qu'il y a à la fois les intérêts de l'économie géorgienne, qui essaye de... C'est une économie en très mauvais état, qui reste quand même majoritairement agricole, ce qui pose un problème. Mais agricole, il y a une crise profonde en Géorgie, y compris, ils en sont arrivés, ce qui est quand même un paradoxe pour un pays riche du point de vue agricole, de potentiel, à importer une grande partie de leur approvisionnement de chez leurs voisins, et entre autres de la Turquie. Il y a aussi l'aspect Arménie qui rentre en ligne de compte, parce qu'une partie du trafic entre la Turquie et la Géorgie n'est pas destinée in fine à la Géorgie, mais passe par la Géorgie pour aller en Turquie, pour aller en Arménie, pardon. Donc voilà, c'est sûr que ça ne va pas faciliter les choses, parce qu'effectivement, cette coopération mer Noire, on pouvait imaginer que comme sous Shevardnadze, par exemple, la Géorgie pouvait servir d'une des voies de commerce entre la Turquie et la Russie. Et les Géorgiens en auraient profité comme intermédiaire, voie de transit et logistique. C'est probablement pas ce qui va se passer pour l'instant. Donc ça ne peut que compliquer les choses du point de vue géorgien, et c'est dommage évidemment, parce que ça, c'est pas de leur responsabilité directe. Merci beaucoup. Voilà, qui nous aura remis quelques idées fortes dans la tête. C'est une bonne chose. Et on termine comme ça notre saison de Midi de l'IREMO, qui reprendra fin septembre.